Dans ce supermarché, cela fait plusieurs mois qu'il a parfois pas du tout. Sur 300 bacs passées semaine, on va dire. Là, on est passé sur une trentaine de bacs par semaine. 10 fois moins de volume. Pour les parents qui cherchent une alternative à cette eau, la solution se trouve à la maison. L'eau du robinet est tout à fait consommable et adaptée aux nourrissons. Il est cependant recommandé de laisser couler l'eau du robinet au moins 10 secondes avant de remplir le biberon. Cette mésaventure qui vous est peut-être arrivée, des vacanciers ont payé cher leur retour de congé. Péage en flux libre, voie de covoiturage, je ne sais pas vous, mais vous n'êtes peut-être pas tous à jour des règles à respecter sur la route et vous pouvez avoir une surprise à votre arrivée. 240 000 conducteurs ont reçu une amende après avoir oublié de payer le péage sous 72 heures. Reportage avec Adélaïde Malavo et Baptiste Rimbert. Au moment d'ouvrir son courrier, la douche froide pour Jonathan. Quand je suis revenu de vacances, ils sont justement. Après un trajet en Normandie via une autoroute en flux libre, ce chef d'entreprise s'est retrouvé avec une amende majorée de près de 100 €. Ils m'ont dit qu'ils avaient le fait que j'avais tenté de payer, mais que la banque avait refusé le paiement, et que dans tous les cas, soit je paye les 33,70 €, soit je paye une amende de 375 €. Et il n'y a plus de recours vraiment possible. Depuis la mise en place de ces dispositifs, plusieurs centaines de milliers de conducteurs se sont eux aussi retrouvés piégés, contraints de régler une contravention lourdement majorée. Les sociétés de route aujourd'hui vous disent voilà la règle qu'on a instituée avec le péage à flux libre. Grosso modo, vous devez la connaître avant même de rentrer sur l'autoroute. Si vous oubliez de payer, eh bien effectivement, ce sera par voie postale que vous serez relancé. Première relance, deuxième relance, qui peut aller, si vous ne payez toujours pas, jusqu'à 375 € d'amende. Pour rappel, en cas de passage par une autoroute à flux libre, vous disposez de 72 heures pour régler votre trajet, en ligne ou chez un buraliste agréé. L'événement hier soir, le retour de la Ligue des Champions. Et que c'est cruel pour l'OM, battu hier au Bernabéu par le Real Madrid, 2-1. Les Marseillais ont ouvert le score à la 22e minute grâce à Timothy Weah. Mais Kylian Mbappé, en forme en ce début de saison, a inscrit un doublé sur penalty. L'OM sort la tête haute de cet affrontement pour nos confrères de l'équipe. Ce soir, on regarde 2 buts de Kylian Mbappé. Ce soir, Bruce. Scandaleux, c'est Comment arrêtez. Il faut respecter les décisions de l'arbitre. objectif, moi je le suis. Et ce soir, Bruce, je sais où vous serez, à 21 h, peut-être au Parc des Princes. Paris affronte l'Atalanta. Absolument. Merci beaucoup. On en reparlera tout à l'heure. Ouais, vous inquiétez Il arrive, pas, parce que là, on est un petit peu en retard. Je n'ai pas dormi de la nuit, je vous le dis. Mais il faut respecter les décisions de l'arbitre. Il a l'air très énervé en tout cas. Merci Mathieu, à tout à l'heure 7h30. L'info météo, Ange Noiret, la chaleur arrive, ça va pas durer. Oui, c'est comme Karim, c'est chaud là, c'est bouillant. Dans ces prochains jours, en effet, température à la hausse. Ensuite, ça va bien baisser. Pour que vous ayez vraiment le timing, le tempo météorologique pour ces prochains jours, on va faire un point détaillé. Bon, déjà, si vous êtes dans le sud, moitié sud, les températures vont bien grimper entre aujourd'hui, demain et vendredi. On se dirige donc vers un pic de chaleur. Regardez à Biarritz, 29 degrés déjà cet après-midi. C'est déjà chaud. Demain, on peut parler de forte chaleur. À partir de 30 degrés, c'est le seuil de forte chaleur. Je vous rappelle, 29 30, forte chaleur, 35, très forte chaleur. Donc la forte chaleur pour demain, 32 degrés. Et vendredi, ça reste à peu près la même chose. On reste dans ce seuil de forte chaleur. Pardon. Ensuite, sur la moitié nord, là aussi, la chaleur va arriver progressivement. Et oui, la chaleur ne se cantonne pas à la moitié sud pour cette fin de semaine. Ça remonte même jusqu'à la capitale derrière. On voit le temps d'hier. C'était bien mieux. Pour cet après-midi, déjà des températures à la hausse. Hier, il a fait 19 degrés. Cet après-midi, 23 degrés. Demain, 27 degrés. Et vendredi, pic de chaleur, 31 degrés. Regardez sur les cartes, vous allez constater assez facilement ce pic de chaleur se mettre en place pour demain. Après-demain, ça va être la journée la plus chaude de notre semaine à l'échelle nationale. Donc, ensuite, samedi, ça baisse un peu par l'ouest, mais parce qu'il y a des nuages qui arrivent progressivement. Et donc, ça donne quelques périodes d'ombre. Les températures seront moins élevées et il y aura quelques averses ici ou là à suivre. Mais ça baisse doucement, donc samedi ça reste quand même globalement chaud. Ensuite pour dimanche, là la baisse des températures est plus franche, surtout sur les régions centrales, par exemple sur Clermont-Ferrand. Regardez la chute des températures, en 24-48 heures vous perdez une dizaine de degrés, vous passez de 32 degrés vendredi à dimanche 21 degrés. Coup de frais généralisé et c'est qu'un début. Regardez les cartes donc pour la suite de votre fin de semaine et début de semaine prochaine. Dimanche donc, des pluies quasi généralisées, la baisse des températures, regardez, elle se poursuit lundi, mardi, avec potentiellement le retour de la fraîcheur. Merci beaucoup, Ange Noiret.
Ouais, il faudra surveiller les banderoles dans les cortèges des manifestants. Demain, les banderoles qui, évidemment, sont le gouvernement, le ministre, et sont aussi patrons. C'est l'édito d'Alba Ventura ce matin. Les syndicats veulent se faire entendre pour contrôler les inégalités pour cause de justice fiscale. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les chefs d'entreprise ne sont pas à la fête. C'est ce que je veux dire, ils en ont un peu ras la casquette et ils l'expriment. Vous avez entendu à haute voix le patron des patrons, Patrick Martin, qui est un peu leur porte-parole, qui a carrément appelé à une mobilisation, un meeting, si leurs impôts continuent d'augmenter. Alors je peux vous dire que ça fait écho chez les grands patrons, ce meeting. J'ai demandé d'ailleurs à l'un d'entre eux s'il s'y rendrait, s'il était organisé. Il n'a pas réfléchi pour dire oui, ce serait inédit. Alors, ils ne font pas beaucoup d'illusions sur l'impact que ça pourrait avoir, mais c'est une façon, effectivement, comme je vous le disais, d'exprimer ce ras-le-bol, parce qu'ils ont l'impression d'être les boucs émissaires de tout, d'être sans arrêt désignés à la vindicte populaire. Quand on parle de la taxe Zuckman pour les ultra-riches, ça installe l'idée que toutes les entreprises doivent payer. François Hollande, qui n'est pas un proche de Jean-Luc Mélenchon, a expliqué d'ailleurs en substance, bon, il faut taxer les grandes fortunes, oui, et aussi les entreprises qui, dit-il, ont été soutenues par l'État pendant le Covid. En gros, elles doivent rendre leurs aides. François Hollande qui oublie que, vous savez, les 211 milliards d'aides du Covid, alors il y a débat sur le chiffre, mais ces 211 milliards sont financés par les centaines de milliards prélevés sur les entreprises. Attendez, ces grands patrons, ils reprochent quoi à l'ensemble de la classe politique? Déjà, ils leur reprochent de ne pas comprendre grandes choses à l'entreprise et à l'économie de marché, et puis aussi de les cibler, bien sûr, en permanence. Quand ils entendent Sandrine Rousseau dire qu'on n'a rien à répéter de la rentabilité des agriculteurs, ou alors, comme hier, la députée insoumise Aurélie Trouvé qui affirme qu'il faut interdire l'importation du Nutella, alors que la première usine mondiale de Nutella, elle est en Normandie. Je passe les autres, je passe les syndicalistes type Sophie Binet de la CGT, pour qui les chefs d'entreprise sont des pleurnichards. Elle l'a dit sur ce plateau avant-hier. Ils ont l'impression, si vous voulez, que c'est leur procès en permanence. Et d'une manière ou d'une autre, ce qu'ils reprochent à la classe politique, c'est pas seulement les attaques sur la compétence. Ce qu'ils reprochent, c'est le fait d'être gouverné par des court terme, d'être dans le calcul politique en permanence, d'être focalisé sur les prochaines élections. Et en ce sens, ils en veulent beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir fait cette dissolution l'an dernier, parce que non seulement ça a mis à l'arrêt, mais les politiques n'ont été guidés que par les futures échéances électorales et les places qu'ils pouvaient gagner à l'Assemblée nationale. Alors, on entend souvent des patrons dire qu'ils pourraient quitter la France. C'est pas sérieux, ça. Écoutez, on verra. Vous savez ce qui s'est passé en Norvège? C'est le Figaro qui nous l'apprend ce matin. Ils ont passé le taux d'impôt sur les entreprises à 1,1%, les fortunes, les grandes fortunes, en 2021. Mais dans les 3 ans qui ont suivi, une centaine de grandes fortunes norvégiennes se sont exilées. Bon, alors on n'est pas la Norvège, mais les patrons français se disent de plus en plus désespérés par la situation. C'est que je ne vais pas vous faire pleurer dans les chaumières ce matin avec le sort des entrepreneurs, mais ils n'aiment pas cette instabilité due à la crise politique qui est très mauvaise pour le business, pour les investissements et donc pour l'emploi. Et voilà, encore une fois, c'est ce sentiment anti-patron qui se répand, ce mauvais climat où, comme ils le disent, réussir est tellement mal vu. Réussir serait illégitime. Bon, j'ai quand même le sentiment que les patrons français sont globalement patriotes et qu'ils aiment surtout se revendiquer de la France. Et puis on oublie qu'en France, on fait systématiquement l'amalgame entre CAC 40 et entreprise en général, alors il y a une raison 40 de le rappeler. Bien, Marine Tondelier sera avec nous dans quelques minutes à 7h35, la patronne des écologistes, elle répondra aux questions d'Adrien Gindre, 7h17, image en direct ce matin d'Israël et de la bande de Gaza, à gauche de la ville, à droite, Gaza ville, opération
opérations militaires qui permettent la libération d'otages. Les seuls otages qui ont été libérés à quelques exceptions près, c'est une négociation. Et par la trêve. Et par la trêve. Et à ce stade de la négociation, Netanyahu a totalement enterré cette option avec les bombardements il y a quelques jours. Alors, on a compris l'objectif militaire. Le problème, c'est que ça occasionne un exode. Il faut bien parler de ça. Un déplacement massif de population. Un déplacement forcé de population, parce que vous avez l'armée israélienne, on l'a vu, qui a bombardé des tours, des quartiers, etc., qui préviennent les habitants. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour que, on estime qu'il y a en gros 1 million d'habitants à Gaza City, c'est la grande ville de la bande de Gaza, de l'enclave palestinienne. Sur ce million de Palestiniens, plus de 350 000 ont déjà pris la route du sud pour fuir les bombardements. Et pour aller au sud, dans des camps de toile, des camps humanitaires où même la sécurité n'est pas vraiment assurée, mais en tout cas les gens n'ont quasiment pas le choix et parfois ils partent. On a vu des familles, des scènes très impressionnantes qui jettent toutes leurs affaires par les fenêtres, des matelas, des revêtements, etc. parce qu'ils ont 5 ou 10 minutes avant d'évacuer et avant que leur tour soit bombardé. C'est vraiment un déplacement de population. Cette opération, elle est contestée par de très nombreux pays, évidemment. Est-ce qu'elle est aussi contestée à l'intérieur d'Israël? Vous connaissez le chef d'état-major des armées, il s'appelle Eyal Zamir. Lui-même, c'est le patron de l'armée, a fait savoir que c'était risqué, que c'était un piège pour l'armée israélienne. Donc vous voyez, même l'armée, même l'appareil sécuritaire dit à Netanyahou, il ne faut pas se lancer dans cette aventure parce qu'il y a un risque d'enlisement dans Gaza City, de guérilla urbaine. Et puis à l'international, condamnation quasi unanime de ce qui est en train de se dérouler, sauf de la part des États-Unis. Mais par exemple, la France dit que c'est une campagne destructrice qui n'a plus de logique militaire. C'est important les mots. Il n'y a plus de logique militaire. Et puis la Commission européenne, aujourd'hui, normalement, va proposer peut-être des sanctions contre Israël, mais ça, il faudrait que les 27 soient d'accord et on n'y est pas. Merci beaucoup pour cette analyse et ces explications. Grégory Phillips, on suit la situation à Gaza, bien sûr, tout au long de cette matinée dans nos journaux à chaque demi-heure. Votre argent avec Maud Descamps comme chaque jour à 7h20. Et une question, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, hein, est-ce que c'est la fin des hypermarchés? Avez-vous remarqué que votre très très grande surface est un petit peu moins grande depuis quelques temps? Auchan va réduire la surface de certains de ses supermarchés, 25% de surface en moins. C'est pas la seule enseigne à revoir la taille de ses magasins. Est-ce que c'est un Ben oui, clairement, certains rayons vont se faire plus discrets, d'autres vont complètement disparaître. Exemple concret, les machines à laver, les lave-vaisselle. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne va plus en magasin pour aller les acheter. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet, on clique, on commande et on se fait livrer. Donc les espaces vont être vidés, mais pas au hasard. Et certaines surfaces vont être réorganisées pour former des espèces de pôles de consommation. Regardez ce qu'on m'a dit dans l'entourage de la direction d'Auchan. On veut sélectionner, on veut une offre sélectionnée. On va mettre plus de zones de produits frais, par exemple. Bah oui, parce qu'on sait qu'on consomme beaucoup plus de produits frais depuis le Covid, et donc on sait que ce sont des zones qui sont plébiscitées par les